aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour d'abord. Aujourd'hui, seconde demi-finale de notre jeu La Région du plus fort. Nous sommes le 22 mars 1969. Simone Garnier, vedette de la RTF, s'apprête à animer un jeu sur la région Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans cette voix libre exceptionnelle en compagnie d'une grande dame de la télévision qui a fait ses débuts ici à Lyon avant de connaître une carrière extraordinaire. Nous fêtons les 60 ans de la télévision régionale. Merci Simone Garnier de nous accompagner pour cet anniversaire. Bonjour Fabrice. Vous vous rappeliez de l'image qu'on vient de voir, cette image du jeu que vous avez animé ici? Oui, je ne me souvenais plus parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors ça, vous avez fait énormément de choses et on va avoir l'occasion de revisiter un petit peu votre carrière à travers l'anniversaire justement de cette télévision régionale. Vos apparitions sont plutôt rares à la télévision. J'ai cherché un petit peu ce qu'on appelle chez nous votre empreinte numérique, c'est-à-dire ce qu'on retrouve de vous sur Internet à travers des interviews que vous auriez pu accorder. Et finalement, on retrouve très très peu de choses de Simone Garnier, alors qu'au niveau des images, on a l'embarras du choix. Mais très peu de choses. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. En fait, j'ai mené une carrière bien longue, bien fournie, bien diverse aussi, hein, puisque finalement, depuis le concours de speakerine, de téléspeakerine, on disait téléspeakerine en 54, on est le 18 décembre 54, nous étions 3 téléspeakerines lyonnaises à se partager une semaine sur 3 l'annonce des émissions, que ce soit les émissions d'information ou que ce soit les émissions de variété qu'il y a eu après avec Maurice Montan le samedi après-midi. Alors vous étiez d'ailleurs la toute première speakerine de la télévision ici à Lyon. Alors quand je dis à Lyon, ce n'était pas tout à fait d'ailleurs dans ces studios que nous connaissons dans le quartier de la Pardieu, non, mais c'était dans la ville voisine, oui, à Villeurbanne, au TNP qui accueille aujourd'hui un théâtre. Exactement, un tout petit studio avec une piscine qui était en sous-sol. Donc on avait des odeurs de chlore absolument extraordinaires. Et ce petit studio recevait tout le monde. Et ce petit studio servait à tout. C'est-à-dire que vraiment, c'était tout petit. Et nous avions, nous avions une seule caméra au début. 2 après, c'était extraordinaire. Mais vous voyez, on ne pouvait pas rivaliser avec Paris, c'était très difficile. Nous étions vraiment la petite station régionale. Voilà, et on a vu d'ailleurs des images qui sont oui, des images justement, c'était l'inauguration à l'époque de ces studios à Villeurbanne. Avec Édouard Herriot, monsieur Édouard Herriot, qui est en 54, ça. Alors c'était au mois de novembre. On va avoir l'occasion de reparler d'Édouard Herriot. Oui. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce travail de la speakerine, parce que c'est un métier qui aujourd'hui a totalement disparu. Il n'y a plus de speakerine aujourd'hui. Et quel était le travail de la speakerine? Pourquoi est-ce qu'on vous embauchait à l'époque? La speakerine, elle était là pour annoncer les programmes. Et quelque chose de très important qu'on a complètement oublié, il n'y avait pas de générique. C'est-à-dire le générique qui défile comme aujourd'hui, ce qui est tout à fait naturel, n'existait pas. Donc la speakerine était obligée de connaître par cœur le nom de tous ceux qui avaient collaboré et participé à l'émission. Alors il y avait les invités naturellement, mais il y avait aussi tout le personnel technique. Il fallait donc savoir par cœur tous les noms de celui qui était au son, de celui qui était à l'éclairage, de celui qui était le réalisateur. Et c'est drôle parce que comme le studio était tout petit, on avait des éclairages épouvantables, nous les speakerines à Lyon, parce qu'à Paris, elles étaient idéalisées, elles étaient merveilleuses. C'était des grandes vedettes. C'était des grandes vedettes, des stars. Et alors nous, comme nous n'avions qu'une caméra et un tout petit studio, nous avions des ombres sur le visage épouvantables. Ce qui fait qu'un jour, au détour d'un couloir, j'avais une fiche à la main, naturellement, la liste de tous les participants à apprendre par cœur. Je heurte un monsieur qui se recule et qui me dit: c'est vous la speakerine? Je lui dis oui. Il me dit: maintenant que je vous vois, je m'aperçois que mon poste est complètement détraqué. Mais vous savez pas ce qu'on va faire, Simone Garnier. On vous a préparé comme ça quelques petites surprises, quelques petites pépites, parce qu'à l'époque, on n'enregistrait pas toutes les émissions. On a quand même retrouvé quelques-uns des documents que vous allez, j'imagine, apprécier. Cette petite pépite, il y en aura plein d'autres d'ici la fin de cette émission. Et nous allons vous retrouver, Simone Garnier, à la fin d'un journal télévisé du 18 octobre 1961. Vous allez vite comprendre le travail difficile de la speakerine. Et nous n'avons pas résisté à l'envie de coller à l'extrait que vous allez voir, le générique culte de Rhône-Alpes Actualité.
avec ces images prend fin notre émission d'actualité régionale de Max Nicolas, présentée aujourd'hui par Max Nicolas lui-même, avec la collaboration de Louis Bessin, de René Fontray et de René Joliveau. Caméramen Pierre Millou, Jean Ligier, prise de son Bernard Tolmès, illustration sonore Aimé de Mirmont, montage Jacques Belleville, script Christiane Troux. C'est énorme. Et voilà, il fallait de la mémoire. Oui, il n'y avait pas de... Évidemment, on n'avait pas de prompteur, on n'avait pas d'oreillette. Enfin, voilà, vous aviez lâché comme ça dans la nature, voilà. Et moi, dans le studio. Nous, aujourd'hui, on a la petite oreillette que je vais reglisser. Oui. Nous avons effectivement des prompteurs pour nous aider, mais effectivement, à l'époque, vous n'aviez pas tout ça. On était sur le terrain tout de suite. Alors, pour nous aider à comprendre un petit peu cette télévision régionale qui a énormément évolué, je vais demander à Benoît Lafont, qui est sociologue et chercheur à l'université de Grenoble, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Il est l'auteur de ce livre « Histoire de la télévision régionale, de la RTF à la 3 » aux éditions de l'INA. Alors, je vais vous laisser le soin de bien vous installer. Vous allez nous aider à comprendre et à expliquer comment sont nées les télévisions régionales. Et on va vous retrouver juste après ce reportage. Nous sommes encore sous la 4e République, Télé Lille, Télé Strasbourg, Télé Marseille et Télé Lyon. Les premières stations régionales sont nées. Comment ça s'est passé en Rhône-Alpes? C'est ce qu'on va voir avec Olivier Denoyel. Une image fondatrice et un discours officiel. Novembre 1954. Le maire de Lyon, Édouard Herriot, inaugure notre télévision régionale. Je me réjouis plus que personne de pouvoir inaugurer la télévision de Lyon. En 1954, la télé s'est installée derrière ses murs au TNP à Villeurbanne. Rares sont les images des studios de l'époque. Dans les archives reste pourtant ce document muet, une visite faite lors d'un congrès de journalistes. Voici le petit studio, puis la régie finale. 1964, une autre date importante pour nous, l'inauguration du journal régional en présence du ministre de l'Information, Alain Peyrefitte. Tous les soirs à 19h40, 15 minutes d'information de proximité. Le ministre de l'Information a expliqué que l'objectif de la réforme était de poursuivre la régionalisation de la RTF. Les sondages d'opinion ont prouvé que le téléspectateur aime beaucoup qu'on lui parle des affaires de sa région. Un mur tombe, un nouveau quartier va naître, la Pardieu. Les militaires ont abandonné leur caserne. Les militaires ont été très gentils avec la ville de Lyon, avec moi en particulier, pour me céder ce magnifique domaine de 22 hectares en plein cœur de la ville. Nous avons commencé à donner le premier coup de bulldozer et de pioche en même temps pour la construction des 300 premiers logements et également pour l'ouverture du chantier de l'ORTF. Un bâtiment flambant neuf avec de nouveaux studios et une régie dernier cri. Le journal régional, lui, s'est fait une place en or. Nos téléspectateurs le plébiscitent. C'est le président de France 3, Hervé Bourges, qui le dit en 1993. Ce qu'il y a de plus regardé à la télévision française entre 19h10 et 19h30, toutes chaînes confondues, c'est le journal régional dans chaque région. 1994, une nouveauté, l'installation d'une équipe de journalistes dans la Loire. Retour de reportage à la Maison de la Culture et de la Communication de Saint-Étienne. FR3 y est désormais locataire de son bureau-studio. Un studio pour envoyer directement des reportages à Lyon. Même principe quelques années plus tard à Valence. Le terrain, Philippe Dussart et Jean-Louis Bessières vont l'incarner en Drôme Ardèche. Leur bureau, équipé d'un studio et d'une borne audiovisuelle, améliorera considérablement l'acheminement de leur reportage vers la station de Lyon. Quelques années plus tard, 2 bureaux régionaux voient le jour. Un à Aubenas en Ardèche, puis un dernier dans l'Ain. À l'aube des années 2000, c'est la création de nouvelles éditions, des journaux locaux, sur le Grand Lyon d'abord. Voici l'équipe qui va travailler à la création de ce journal et le générique auquel 1,6 million de téléspectateurs vont devoir s'habituer. Puis une édition locale à Saint-Étienne. France 3 Loire travaille en numérique, rien qu'en numérique, révolution.
Retour en 2014 avec nos invités, Benoît Lafont qui nous a donc rejoint. Il y a des choses qui vous interpellaient sur ce qu'a dit tout à l'heure Simone Garnier, sur le rôle de la speakerine à la télévision française. Bah oui, bien sûr. Enfin, la speakerine a été l'accompagnatrice des premiers téléspectateurs. Comme Simone l'évoquait, le fait qu'il n'y ait pas de générique, il n'y avait même pas d'habillage en tant que tel. Donc d'une certaine manière, la speakerine jouait ce rôle d'accompagner le téléspectateur tout au long de la journée, d'expliquer la grille des programmes qui non plus n'était pas tout à fait ritualisé, qui n'avait pas le même rythme qu'aujourd'hui. Il a fallu quelques années. Avec des annonces d'excuses aussi. Oui, et oui. Des problèmes techniques. Il pouvait y avoir, voilà. Évidemment. Il fallait intervenir à ce moment-là. Donc il y avait tout ça. Et c'est vrai que, et paradoxalement, je dirais, c'est la troisième chaîne, lorsqu'elle est créée en 31 décembre 72, qui va être une chaîne sans speakerine, puisqu'on va remplacer les speakerines par un habillage créé par Catherine Chaillet. Voilà, donc les speakerines auront eu un rôle extrêmement important dans toutes les années 60, 70, 80 jusqu'aux années 80 sur les grandes chaînes nationales. Les téléspectateurs ont beaucoup regretté. Oui. Les ont beaucoup regrettés. Ils le regrettent encore. On le regrette encore aujourd'hui, Simone Garnier, je vous l'assure. Alors, il y a quand même la chance, c'est qu'il y a des speakerines comme Simone Garnier qui ont eu une seconde carrière d'animatrice et puis d'autres qui ont totalement disparu. Je voudrais qu'on revienne à ce qu'on vient de voir dans ce reportage d'Olivier de Noyelles. Alors, on comprend bien qu'à l'époque, le souci, c'était la décentralisation, c'est-à-dire sortir un petit peu la télévision de Paris et l'installer dans la région, quelque chose finalement qui est toujours d'actualité. Alors c'est vrai qu'on parlait de décentralisation, je dirais au-delà de la décentralisation, c'était l'équipement en télévision, c'est-à-dire que la télévision est un phénomène parisien dans les années 50. Et les premières, en fait il y a deux vagues, c'est ce qu'on voit très bien dans le reportage. Une première vague qui est celle des années 50 sous la 4e République avec Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon. Ces 4 premières chaînes régionales. Et puis si on réfléchit bien, évidemment, c'est les villes les plus peuplées, les plus densément peuplées en France. Ce sont des zones urbaines qui permettent de toucher un maximum de téléspectateurs dans un premier temps. Et puis il y aura la deuxième vague sous la 5e République, et on a vu aussi là Alain Perfit qui va être le principal artisan, je dirais, à charge et à décharge pour lui. Donc le ministre de l'époque. Le ministre, ministre de l'Information, très proche du général de Gaulle, et qui va lancer tout un plan de régionalisation de la télévision. Donc c'est pour ça qu'on voyait la réinauguration du journal télévisé en 63-64. Entre 63 et 67, seront systématiquement inaugurés tous les journaux télévisés régionaux et aussi dans les départements et territoires d'outre-mer. Et le ministre de l'Information, Alain Perfit, va prendre part à ces inaugurations, se rendre sur le plateau. Avec un véritable défi technique, car on a vu les images lorsque vous étiez en train de nous parler, avec ces émetteurs qu'il a fallu installer un petit peu partout en France pour faire un véritable maillage de manière extrêmement coûteux et long à installer. Et d'ailleurs, ce que je montre dans mon livre, quand on voit l'installation des émetteurs, on a vraiment un pic, c'est-à-dire la courbe, le rythme d'installation des émetteurs en France connaît une croissance fulgurante au milieu des années 60, alors que la télévision devient un média de masse, qu'elle devient accessible pour la plupart des catégories socio-professionnelles. Même s'il faut attendre le début des années 70 pour que les ménages les plus modestes puissent s'offrir un téléviseur. Impossible décentralisation des stations régionales, c'est la deuxième partie de vos livres. Ça veut dire que nous n'y sommes jamais arrivés? La difficulté, c'est comment avoir des chaînes de télévision qui soient pérennes au niveau régional. Alors, je dirais, c'est paradoxal. C'est paradoxal parce on voyait dans le reportage aussi les éditions locales, les inaugurations des éditions locales à partir des années 90. Ça a été un grand chantier de France Télévisions, notamment avec, on voyait à l'image Xavier Gouillou-Beauchamp, qui était à la fois directeur général de France 3 puis PDG de France Télévisions, qui a beaucoup œuvré en ce sens. C'est vrai que ces locales, elles jouissent d'une très bonne image, elles sont suivies. Le journal télévisé régional était et peut être dans certaines régions encore le programme le plus regardé dans sa tranche horaire. Donc c'est un véritable engouement des Français pour ce type de programme. Il y a aussi toutes les émissions interrégionales, toutes les émissions qui donnent à voir les paysages français, les régions françaises à l'ensemble des Français. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse, qui fonctionne. En revanche, la France n'est pas un pays gigantesque. Créer des stations autonomes de télévision, c'est quelque chose qui n'a jamais été porté jusqu'à son terme. La loi de 82 le prévoyait, mais elle n'a pas été appliquée.
Il est difficile de créer des stations régionales autonomes, tout simplement, en raison de le débat est toujours en cours et toujours d'actualité. Toujours ouvert avec une commission qui a Simone Garnier, alors on voit bien qu'il y avait ce souci de décentralisation. Comment est-ce qu'on devient, excusez-moi du propos, petite speakerine à Lyon, à la grande animatrice vedette que... Oui, il y a eu un concours de circonstances, en fait. Ça passe par des rencontres. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait, depuis Lyon, il y avait un duplex avec Paris à l'occasion d'une émission qui s'appelait La Roue tourne, que Guy Lux, qui n'était pas encore une vedette très très connue, animait avec beaucoup de compétences. Et au volant d'une Floride, un candidat ou une candidate voyait défiler un paysage, on posait des questions à propos de ce paysage, des questions très, très, très pointues, et évidemment, il fallait répondre sur le champ, et si on ne répondait pas, il y avait donc justement la province qui venait en roue de secours. Ce qui fait que en février 62, on m'a demandé, Maurice Montan qui était directeur des variétés ici, m'a demandé si j'étais libre pour assurer un duplex avec Paris. Donc ça, c'était votre premier duplex avec Paris? Avec Paris, oui. Et puis ensuite, il y a eu Interville. Eh bien oui, c'est-à-dire que, oui, c'est à la suite de ce duplex, si vous voulez, où on a évidemment secouru une candidate qui était en panne, et on nous a dit enfin, à vous Lyon, parce que pendant 3 semaines, cette dame avait été tellement brillante qu'on disait que Lyon était prêt, mais on nous disait jamais à vous Lyon, donc on ne passait pas à l'image. Et enfin, la 3e semaine, elle chute. Et on a évidemment la bonne réponse parmi le public qui était là sur le trottoir à Villeurbanne, puisqu'on avait sorti la caméra dehors, c'était tellement petit. Et voilà, j'étais ravie parce que j'étais passée à l'antenne. Et à la suite de ça, quelques semaines après, Guy Lux m'a fait téléphoner en me demandant si j'acceptais de participer à une émission pendant l'été. Et j'ai dit oui, sur la région lyonnaise, et on m'a dit non, pour toute la France. Ben voilà. Et alors là, voilà. C'est le rêve qui va débuter. Ça a commencé. Simone Garnier, on a retrouvé votre première Interville. Ah oui? Alors je vais saluer également le travail de nos amis archivistes ici à France 3 et à l'INA. Ah oui, notamment... j'ai pas revu moi. Eh ben, on va vous faire plaisir, notamment grâce à Florence Grissot qui a énormément travaillé pour nous sortir ces séquences. Votre première interview, donc on l'a retrouvée, c'était Armentières contre Saint-Amand-les-Eaux, émission animée bien entendu par Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier. Je vous propose justement de regarder ces images. Nous vous donnons rendez-vous avec ce petit clocher, symbole de notre émission, tous les jeudis soirs à 20h30 et quelques minutes selon les cas. C'est le cas ce soir, voilà pourquoi nous avons pris cette précaution. Eh bien, tenez-vous bien, Saint-Amand-les-Eaux, parce qu'ici à Armentières, eh bien, le moral est excellent. Monsieur le maire, pas trop nerveux en cette veille de combat? Oh, pas du tout, pas du tout. Tout se passe comme vous le désirez. Ça va très bien. Qui aviez-vous chargé plus spécialement des préparatifs de cette émission Interville? Eh bien, monsieur Lefrançois, qui se trouve à votre droite. Oui, monsieur Lefrançois, qui s'en est acquitté d'ailleurs avec autant de bonne humeur que de compétence et d'abattage. Monsieur Lefrançois, vous allez tout nous dire. Qu'est-ce qui vous a causé le plus gros souci dans cette émission? Oh, des gros soucis, hein. C'est trop dire. Oh, si vous nous avez dit que vous aviez eu beaucoup de tracas. Alors, ce qui est impressionnant sur ces images... Jamais vu. Ah ben voilà. Vous savez, jamais revu. Je vous sens particulièrement ému et je vous promets, on vous donnera les séquences dans leur intégralité. Ça nous fera plaisir, nous aussi. Ce qui est impressionnant sur cette image... sur ces images, Simone Garnier, c'est que vous êtes entouré, je crois qu'il y a une seule femme à côté de vous, et ce ne sont que des hommes. La télévision, à l'époque, était un univers très machiste. Oui, c'est vrai que on parlait des speakerines tout à l'heure, en dehors des speakerines qui étaient de véritables stars, les journalistes féminines, il y en avait peu, donc c'est vrai, il y avait assez peu... On n'avait pas de rôle de potiche, si vous voulez. Moi, j'ai jamais pensé ça. Encore que Guy parlait beaucoup, et moi, beaucoup moins. Mais j'ai participé quand même, et je pense que j'ai été sans doute l'une des premières animatrices, puisque je n'étais plus dans le cadre de la speakerine, mais justement, je racontais ou j'expliquais les règlements de jeu. Donc, j'intervenais vraiment activement. Et c'était pas simple. Alors, il y a eu Interville, on va pas pouvoir tout raconter, parce que votre carrière est immense. Il y a eu les Intervilles, il y a eu les Jeux sans frontières, et il y a eu également Interneige. On va vous montrer un autre exemple, justement, de la difficulté qu'avait la femme que vous étiez en tant qu'animatrice pour vous imposer face à des monstres de la télévision qui étaient Léon Zitrone et Guy Lux. C'est un extrait d'Interneige de février 1964 qu'on va vous montrer. On va vous retrouver au pied du Mont Blanc avec donc l'ami Guy Lux. Regardez bien ce qui va se passer, on en reparle juste après.
Eh bien, sur vos écrans, le Mont Blanc, enfin plus exactement le bas du Mont Blanc. 4807 mètres disent les manuels de géographie. Et 3771 mètres plus bas, Chamonix, sa patinoire olympique, Simone Garnier et votre serviteur. Oui, la patinoire olympique où M. Lafitte a eu la gentillesse de nous accueillir pour présenter, merci Simone de me tenir ce micro. N'est-ce pas, vous voyez, je me rends utile. Ce premier Interneige 1964. Vous n'avez pas vu le Mont Blanc, je vais quand même vous le présenter, là, voilà. Vous avez quand même la bonne réplique. Hein. Vous vous êtes rendu utile. C'était pas simple. Hein. Oui, c'était pas simple, mais non, mais ça se passait très bien. J'ai eu la chance d'être vraiment dans des équipes étonnantes. Où il y avait un esprit d'équipe. Vous voyez, il y avait de toute façon dans les coulisses, il y avait beaucoup de femmes, il y avait les scripts, il y avait beaucoup de personnel féminin, mais c'est vrai qu'à l'image, on n'était pas très nombreuses et pas très en vedette. Voilà. Benoît Lafont, justement, le rôle des femmes à la télévision est entré alors, un peu plus tôt avec les speakerines à la télévision. Au niveau de l'information, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. D'ailleurs, on vous réserve de très très belles surprises parce qu'il y a énormément de visages que vous avez connus ici sur cette chaîne qui seront parmi nous tout à l'heure. Le rôle de la femme, alors le rôle des femmes a été très, très progressif et ça dépendait surtout des professions, comme le disait Simone Garnier. Hein. Les scripts, il y avait des métiers féminisés fortement, speakerines, script évidemment. Les réalisateurs, il y a eu quelques cas de réalisateurs femmes, mais elles étaient assez peu nombreuses. J'ai en tête le nom d'Yvonne Goffinet à Toulouse, par exemple. Sur les professions journalistiques, il y a eu peut-être plus davantage de féminisation. Hein. On peut penser à Janine Langlois-Glandier, qui dirigeait une rédaction dans les années 70, face à Pierre Desgroppes. Il y a eu une féminisation par le journalisme. C'est arrivé beaucoup plus tard. Et puis surtout, si on regarde encore aujourd'hui dans les dirigeants de chaîne et dans l'encadrement, il reste largement masculin. Encore un gros travail effectivement à faire. Et c'était pas simple d'être une femme. Noblecourt. L'affaire Noblecourt. Alors, c'est bien connu parce que c'est une grande dame qui vous a... m'a remplacée à Télédimanche, voilà. À Télédimanche, elle m'a remplacée. On verra d'ailleurs quelques images. C'était au moment où j'avais ma fille, donc voilà. J'ai été remplacée par Noël Noblecourt, laquelle était très mignonne et laquelle, évidemment... avait fait l'objet de voilà, pour cette image qu'on voit là. Regardez bien cette image. Pour cette image qu'on voit là, on voit les genoux de la dame et ça avait fait scandale à l'époque. Hein. Oui, c'est amusant de penser ça. Mais c'est vrai que ça avait choqué. Alors, vous voyez le chemin parcouru par la télé avec les images que nous avons aujourd'hui. Je vous laisse à penser. Elle avait de jolis genoux d'ailleurs. Alors qu'à l'époque, il y avait quand même un certain... une liberté de ton, mais pas forcément au niveau de la posture. Mais on ne disait pas de gros mots, on ne disait pas d'obscénité, c'était une télé très, très correcte. Voilà. Aujourd'hui, elle est très libre. On peut quelquefois déplorer qu'elle le soit un peu trop. Alors, il y a autre chose de très très intéressant, et on va en reparler un petit peu avec Benoît Lafont, ce sont les génériques. Hein, vous en avez glissé deux mots tout à l'heure sur l'importance des génériques et de l'habillage. Alors d'abord, c'est des génériques qui étaient excessivement longs, des génériques parfois de 2 minutes 30, alors qu'aujourd'hui, on est très très court. Ce que je vous propose, c'est de regarder ce court montage que nous avons fait. Vous allez reconnaître certainement des journaux télévisés que vous aviez connus à l'époque. Allez, c'est juste pour le plaisir. Voilà, alors le temps de s'encaler, vous voyez, c'est là où j'aurais besoin de vous. La speakerine doit intervenir pour dire, suite à un petit souci technique, nous allons bientôt être en mesure de vous présenter le reportage. Voilà, nous nous excusons de cette interruption du programme. Nous sommes en liaison, nous vous tenons au courant. Patientez. Vous êtes magique, Simone Garnier. On me dit que c'est prêt. On regarde.
Et voilà, on arrive en 2014 de nous avec le générique. En deux mots, l'importance des génériques, justement. Les génériques, ils sont déterminants. Ils sont déterminants parce qu'ils permettent justement d'unifier l'antenne, surtout sur une chaîne comme France 3 qui a 24 antennes régionales et qui a une antenne nationale. Et c'est vrai que dans les années 60, ils ont été très standardisés sous la période perfide, comme je l'expliquais. Les années 70 et 80, ça a été vraiment une période d'explosion. On voit des génériques de tout type. Quand on les regarde, c'est extrêmement intéressant graphiquement à regarder. Et puis dans les années 90, on a la présidence commune, France Télévisions, qui se met en place. Et là, on a justement toute une intégration au sein du 19-20 qui est lancée en 1986. Allez, on retrouvera tout à l'heure, dans la seconde partie de cette émission, des présentateurs des journaux télévisés. Simone Garnier, vous étiez une vraie star à l'époque, on peut le dire ? Non, je pense que c'est exagéré. De nos jours, on exagère un peu. Mais connu, disons, connu et populaire. Et les gens aimant les émissions étaient heureux, évidemment, de nous parler ou de nous rencontrer. Alors, il y a quand même des choses. Il y a quand même des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui. On va encore montrer un petit reportage qui va vous faire plaisir. C'est quand Simone Garnier revient à Lyon, eh bien, vous allez le voir, on envoie une équipe de reportage. Le 30 décembre 1966, des journalistes de Rhône-Alpes Actualité étaient chez vous, Simone Garnier, vous vous en rappelez peut-être, pour voir comment vous alliez préparer votre réveillon. Allez, on en regarde un court extrait ? C'est parti. Simone Garnier sera notre guide. Bien sûr, le récent passage du Père Noël a encombré les couloirs. Mais il ne faut à Simone que quelques secondes pour redresser la situation et passer aux choses très sérieuses. Simone, il ne reste plus que quelques heures avant que vos invités n'arrivent. Êtes-vous prête à les recevoir? Oui, enfin presque prête. Vous voyez, il faut que j'aille chez le coiffeur, il faut que je me change. Enfin, la maison est prête, les enfants à peu près sages, et l'essentiel des courses est fait. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. C'est très sympa parce que c'était Lyon, ça. Alors on m'avait dit, écoute, est-ce qu'on peut faire un petit tour chez toi pour voir comment tu prépares le réveillon? Mais je dis, mais bien sûr. Donc, vous voyez, ça se passait avec beaucoup de simplicité. C'était pas un côté star, c'était un côté plutôt familial, je trouve, et infiniment populaire. Parce que vous êtes parti très très tard de Lyon. Vous avez fait souvent la navette entre Paris et Lyon. Vous avez fait je n'ai jamais quitté Lyon. Alors je peux dire que je suis née à Lyon. Je suis née un 25 décembre à Saint-Jean et je n'ai jamais quitté ma bonne ville de Lyon. Et mon mari, qui est parisien au départ, est plus lyonnais que moi maintenant. Nous n'avons jamais quitté Lyon, ce qui est assez étonnant. Et vous savez qu'à Paris, quand j'allais à Paris justement, parce que j'étais en province beaucoup avec les intervilles. Mais quand je retournais à Paris, c'était simplement pour faire des enregistrements, enregistrer des commentaires, etc. Et on me disait, alors, toujours à Lyon, mais comme si j'étais venue de Tombouctou. Ça semblait extraordinaire. Benoît Lafont, je rappelle votre livre, donc Histoire de la télévision régionale de la RTF à la 3 de 1950 à 2012. Merci d'être venu. Vous allez rester avec nous parce que l'émission est loin d'être terminée. Vous savez ce qui me ferait plaisir, Simone Garnier? Oui. C'est que vous m'aidiez à lancer la séquence qui va suivre. C'est-à-dire que là, nous allons marquer une pause parce que c'est midi. Alors, il est l'heure, non pas de déjeuner, mais de suivre les actualités. Alors, je vais vous glisser un petit papier. C'est pas très gentil ce que je fais. Je pense que je n'oublierai rien. Voilà. Alors, vous restez avec nous, bien sûr, un petit peu de patience. On se retrouve dans un instant et on va retrouver d'anciens présentateurs du journal télévisé de France 3, de FR3 et de France Rhône-Alpes. Et ce sera juste après le flash d'information qui est présenté par Paul Satis. À vous, Paul. Merci Paul, on retrouve Simone Garnier pour poursuivre cette voie libre sur les 60 ans de la télévision régionale. Et vous découvrez sur ce plateau d'autres visages qui vous sont sans doute familiers, des visages de l'info, anciens présentateurs des éditions Rhône-Alpes, Marie-Martine Chambard et Patrick Lyon, à ma droite. Et en duplex depuis Nantes, nous retrouverons tout à l'heure Philippe Lemaire. Et juste à côté de Simone Garnier, vous reconnaissez sans doute le truculent Jacques Pathé. Simone Garnier, est-ce qu'à l'époque, il y avait, je dirais, d'un côté les animateurs, les speakerines, et de l'autre côté les informations, ou est-ce que tout ce beau monde de la télévision se mélangeait facilement? Non, c'était cloisonné. C'était très cloisonné. Même, justement,
au studio, on présentait les émissions de Max Nicolas, c'était les informations. Ça, c'était le mardi, seulement pendant 3 quarts d'heure. Mais non, c'était cloisonné. Alors là, évidemment, la speakerine, évidemment, elle connaissait tout le monde puisqu'elle était là pour annoncer. Mais non, c'était très cloisonné. Le plus ancien ici, quand je parle en nombre de journaux télévisés, je vais faire attention à ce que je dis, parce que là j'ai la pression, j'ai quand même d'illustres confrères à mes côtés. Les lunettes de l'époque, parce que les fameuses lunettes de l'époque, on voyait les caméras qui se reflétaient dans les verres. Alors je vous vois pas distinctement, mais j'entends encore pas trop mal, donc je peux répondre à vos questions pertinentes. Combien de journaux, Patrick? J'ai pas fait le compte exact, naturellement, mais enfin 31 ans. Donc on va dire 300 par an, on n'est pas loin de 10 000. Oui. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Simone. C'est vrai que c'est cloisonné. Et la speakerine, elle venait annoncer le nom du présentateur. Mais sinon, je ne voyais pas dans la journée, jamais. Et alors, pour l'anecdote, figurez-vous que moi, j'ai présenté virtuellement une fois le journal sur Antenne 2. Parce que Catherine Sellac, qui était speakerine à Rennes, qui avait l'habitude de dire le journal est présenté par Patrick Lyon quand elle était à Rennes. Quand elle est arrivée à Paris... Ne regardez pas dans la petite fenêtre à côté, oh là, vous allez avoir peur. C'est l'horreur. Quand elle est arrivée à Paris, Catherine Sellac, qui travaille d'ailleurs encore sur France 2, elle a annoncé le journal est présenté par Patrick Lyon, et en fait c'était Patrick Poivre d'Arvor. voilà pour la petite anecdote. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, je travaille encore à l'antenne, mais enfin, je suis à 6 semaines de l'acquis. Alors, à vous souhaiter c'est gentil. Une bonne seconde vie. Marie-Martine Chambard, votre visage illustre. Alors, moi, personnellement, je vous ai regardé pendant très très longtemps à la télévision. Soyez pas cruel. Je suis tout ému. Non, je ne suis pas cruel, vous n'avez pas changé. Bien sûr, merci. Combien de journaux télévisés? Et autre chose que les journaux télévisés d'ailleurs. Moi, il y a je ne eu les ai pas comptés, mais j'ai passé 18 ans à l'antenne. Donc, avec une semaine sur 2, parce que l'avantage quand même, je trouve, dans nos régions et à France 3, c'est qu'on peut alterner le reportage, le terrain, ne pas perdre pied avec le terrain. Là aussi, ça fait mal l'image. Et puis, c'est très très cruel, ça, effectivement, ça fait mal. Mais voilà, et la présentation, ça faisait partie du métier de journaliste. On n'était pas quand même que présentateur, comme on voit aujourd'hui des gens qui sont depuis 20 ans à l'antenne en ne faisant que ça. Moi, je crois que j'aurais pas pu faire que ça. On va rétablir notre duplex avec Nantes, un peu comme vous, hein, Simone Garnier. Nous aussi, on adore les duplex et en général, ça fonctionne bien. Philippe, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Parfaitement. Et quand je pense que lorsque j'étais tout petit, je regardais Simone Garnier, ça me fait bizarre. Bien sûr, à nous, ça nous fait tous bizarre. Ça nous fait plaisir également de vous retrouver. Qu'est-ce que vous devenez, Philippe Lemaire? Eh bien, je vais vous le dire, j'écris des romans, j'en suis au 14e, je suis dans cette région pour signer, pour dédicacer mon dernier roman que je vous présente, si vous permettez. Il connaît l'exercice, il est très fort, Philippe Lemaire. Ouais. C'est vrai qu'il connaît l'exercice pour l'avoir... Le crépuscule des chimères, ça s'appelle Le crépuscule des chimères, et c'est un roman qui se passe en 1900. Et vous n'avez jamais écrit sur Simone Garnier? J'ai failli, parce qu'on m'a commandé... un éditeur m'a commandé une étonnante histoire de Lyon parce qu'il était une étonnante histoire de la télévision parce qu'il était amoureux de Simone Garnier. Donc c'est un projet. Moi en revanche, je fais des entretiens de grands journalistes. J'ai édité des choses avec des syndicalistes de l'époque Hersan qui se battaient avec Pollack. Voilà. Alors, vous soufflez l'idée de faire la même chose avec les grandes speakerines de la RTF. J'ai attaqué des grands entretiens avec des personnages divers de la vie. Jacques Pathé. Bonjour. Toujours en service? Toujours, oui. Mais plus chez nous. Alors voilà, je suis dans une région voisine puisque depuis 5 ans, effectivement, j'exerce la fonction de rédacteur en chef de France 3 Franche-Comté. Mais j'ai toujours mon cœur à Lyon et même un appartement, donc je suis toujours rhône-alpin. Alors ce qui est important de le dire, c'est qu'à l'époque, c'était impossible d'échapper au journal régional, hein, Patrick Lyon. Oui, alors, ça recoupe avec ce que disait votre invité en première partie, c'est-à-dire que pour une raison technique, c'était très simple. Moi, j'ai connu les derniers mois à l'époque où les gens étaient obligés de nous regarder, accessoirement de nous écouter, parce qu'entre 19h et 20h, le JT régional a toujours eu ce créneau. Alors, ça a été 19h20, 19h40, et on passait sur les 3 chaînes qui existaient à l'époque. La 3 a été créée, enfin FR3 en 1973, mais la chaîne n'a pas eu tout de suite les émetteurs pour couvrir, pour le maillage, ce qu'expliquait votre invité tout à l'heure. Donc les gens, ils n'avaient pas le choix. Il y avait une manip technique. Donc tous les émetteurs, ceux de la 1, ceux de la 2 et ceux de la 3 qui existaient, à l'heure du journal régional, ils n'avaient pas le choix. Ils avaient les actualités régionales. Alors que ça a bien changé aujourd'hui. Hein. Oui, moi je dirais ça. En revanche, ce qui a changé, c'est l'offre. Effectivement, l'offre de nombre de chaînes incalculable, la concurrence. Oui. Et
paradoxalement, plus il y a de concurrence et plus tout le monde se marque à la culotte et tout le monde fait la même information. Brusini a écrit un excellent bouquin là-dessus. On fait plutôt tous la même chose, alors qu'à cette époque, on avait justement une singularité, une possibilité d'avoir un éditorial original. On était aussi dans l'expérimentation de la télévision quand même. Il n'y avait pas de format. Les formats sont arrivés après. La minute 30 fatidique qui faisait que tout un journal faisait 1 minute 30 avec 5 ou 6 sujets, qui fait que ça manquait autant de rythme que quand on faisait 2 minutes 30 d'affilée. Et donc, le fond n'a pas changé, mais les formats ont changé. Et ça dicte effectivement une autre information. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Marie-Martine, parce que justement, il y a 20 chaînes qui sont offertes gratuitement actuellement, mais à 19h, il y a toujours quand même quelque chose d'original. Je crois que c'est justement le rendez-vous de l'information régionale sur France 3. Et ce qui est très rassurant, c'est de savoir qu'il y a toujours 5 millions de Français qui, par rapport à une offre de divertissement, de jeux, d'émissions à paillettes et tout ça, font le choix de l'information de proximité, de l'information régionale, locale, pour savoir ce qui se passe près de chez eux, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a d'intéressant à faire. Et c'est une chance. Et je crois que France 3, avec une technologie, un habillage qui a changé, garde cette originalité éditoriale de bien faire son métier. Non, mais je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est vrai que dans les grandes villes, il y a eu de la concurrence. À Lyon, il y a eu une télévision locale privée, même plusieurs. Pardon, Marie-Martine, j'ajouterais que la fidélisation, elle va plus loin. Si aujourd'hui, je suis à peu près sûr du coup, vous allez faire un micro-trottoir, les gens vont vous parler de FR3. Très peu vont vous dire France 3 ou et accessoirement la 3. FR3, donc c'est l'identité, elle était claire, nette, précise, et elle reste. Philippe Lemaire qui veut intervenir également en direct de Nantes. Oui, pour approuver ce que dit Patrick, on parle toujours de FR3, c'est l'identité forte. C'est finalement la force de ce rendez-vous, la force de cette originalité, de ce regard finalement de proximité qui se maintient. Et moi, je trouve ça quelque part tout à fait rassurant. Alors c'est vrai qu'on dit d'ailleurs encore aujourd'hui, on dit FR3, le France 3 n'est toujours pas entré dans les esprits, alors qu'on ne dit pas Antenne 2, on dit bien aujourd'hui France 2. Ça dépend du public. Ça dépend tout à fait. C'est quand même un petit peu plus rare. Simone Garnier, vous regardez encore la télé aujourd'hui? Il y a des choses qui vous intéressent ou vous êtes un petit peu heurté par tout ce qu'on peut y trouver? Non, on n'est pas addict, mais bien sûr, on est forcément téléspectateur. Si, on aime beaucoup France Télévisions, justement, parce que pour les émissions culturelles, pour les présentateurs, pour des gens qu'on aime bien, on regarde. Alors oui, c'est la 2, la 3, la 5, un petit peu Arte de temps en temps aussi, qui a de bonnes choses. Et à mon avis, ce sont les chaînes qui sont les plus valorisantes, disons. Sinon, les autres scènes, il y a beaucoup de, disons, de tout et beaucoup de vulgarité. Alors, on va parler du ton, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y avait énormément de liberté à l'époque, peut-être beaucoup plus finalement qu'aujourd'hui. Jacques Pathé va certainement m'en vouloir. On va regarder un petit extrait pour vous expliquer que le ton, il y a quelques années, était peut-être beaucoup plus libre qu'aujourd'hui. Regardez. Tant Caroline et leur maman vous disent bonjour. Les 2 bébés viennent de naître à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Ces jumeaux ne sont pas ordinaires, ils sont même très rares. Ils sont le fruit d'embryons fécondés in vitro, puis congelés avant d'être réimplantés dans l'utérus de la mère. C'est une grande première à Lyon. Petite anecdote, pendant la grossesse, leurs parents les appelaient Findus et Vivagel, bien sûr. Ça, c'est des choses qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui. Voilà. Vous assumez? J'assume, et puis vous voyez, ça n'a pas nuit à ma carrière, puisque... Vous êtes rédacteur en chef aujourd'hui à Besançon. Exactement. Je ne serais pas passé si quelqu'un le faisait. Ah oui, là, ça serait plus compliqué. Je voulais également qu'on parle du rôle de la femme. On a largement abordé le sujet dans la première partie de cette émission. Histoire de rendre hommage également à Cécile Philippe, que vous avez bien connue, qui était une présentatrice vedette de cette chaîne et qui a fait énormément parler. Simone Garnier, vous vous souvenez de Cécile Philippe? Très bien. Oui, elle faisait partie de la télé, vraiment. C'était une personnalité de la télé. Elle a fait beaucoup de choses, d'ailleurs. Elle a écrit, elle a fait beaucoup de choses. Mais si vous permettez, je dirais le rôle des femmes. Parce que c'est pas la femme avec le genre féminin, c'est le groupe social, c'est le groupe humain. Donc, on va dire plutôt l'histoire des femmes, comme pour la Journée internationale des femmes. Mais effectivement, il y avait
comme l'a dit Simone tout à l'heure, il n'y avait pas énormément de femmes. Les plupart étaient des petites mains en coulisses. Il commençait à sortir des jeunes femmes des écoles de journalisme, dont j'étais. Mais Cécile a été une grande pionnière, effectivement. C'était effectivement ce qui sortait, c'était le crâne rasé de Cécile Philippe. Pas au début. À ses débuts, elle avait de très beaux cheveux noirs et puis effectivement, elle s'est un peu radicalisée dans son look. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne pourrait plus du tout mettre quelqu'un comme ça à l'antenne. Il n'y a plus que les hommes qui peuvent avoir le crâne rasé. Oui, c'est vrai que côté coiffure, je suis très mal placé. C'est un gage de célébrité parce qu'on a parlé des genoux. Moi, je vous assure que j'y suis pour rien. Les genoux de la speakerine en première partie. Et puis nous, dans la région, on avait la coiffure effectivement particulière. Et quand même, juste pour revenir sur les genoux, ce qu'elle a dit après dans des interviews, Noël Noblecourt, c'est que c'est pas ses genoux qui l'ont fait virer, c'est qu'elle était harcelée sexuellement par le directeur de l'antenne et qu'elle a refusé le droit de cuissage. Donc, elle a raconté ça. Elle l'a raconté, oui. Elle l'a raconté, je crois même à Alain Faurite. Je crois que ça a été une interview ici. Et on salue également. On va saluer également Bérénice Dalmet. Ça n'était pas obligatoire. Mais ça... je voulais saluer également Bérénice Dalmet, qui est la script de cette émission et qui est la fille de Cécile Philippe, comme quoi la télévision est également une grande famille. Philippe Lemaire, je vous remercie également de nous avoir accordé ces quelques minutes depuis Nantes. On va vous laisser dédicacer votre livre. Je ne vais pas avoir le temps de vous demander si vous nous voyez encore dans 60 ans, comment vous nous voyez, mais on a cru comprendre que l'offre de la télévision, de toute façon, allait évoluer avec Internet. Je vais être obligé, parce qu'il y a peut-être 2 petites choses là qui sont en train de se bousculer, je vais prendre un petit peu votre rôle, Simone Garnier, jouer un petit peu la speakerine de cette émission pour vous annoncer les événements qui vont se dérouler juste après cette émission. Ne ratez pas déjà cette belle série de documentaires sur la Grande Guerre avec tout à l'heure à 15h25, Ils sont venus sauver la France, un film de Jean-Pierre Carlon qui raconte l'histoire des hommes venus par millions du monde entier combattre sur le front de 14-18. Un peu plus tard, à 16h15, c'est Chronique d'en haut avec Laurent Guillaume qui nous emmènera au cœur de la Vanoise pour nous parler de l'automne, période charnière pendant laquelle le peuple de haute montagne quitte les sommets avant l'hiver. Et puis la semaine prochaine, La Voix est libre prendra sa forme plus classique avec Paul Satis qui recevra le maire UMP de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Voilà, je vais peut-être un anniversaire peut-être sans gâteau n'est pas forcément un anniversaire. Merci déjà Simone Garnier. Merci. Vous avez passé un bon moment. Je trouve que votre studio est magnifique. Alors, regardez, au nom de tous et celles et ceux qui ont apprécié tout ce que vous avez fait, je vous offre déjà ces quelques fleurs. Merci infiniment. Oh, c'est très gentil. Le gâteau qui nous est emmené par Adrien Grou-Radnès. Alors, on va essayer de ne pas prendre feu. Merci Adrien Grou-Radnès qui m'a aidé donc à préparer cette émission aux archivistes de l'INA et de la Vidéothèque de France 3 Rhône-Alpes. Bérénice Dalmet, la script de cette émission. Denis Milan à la réalisation. J'ai fait du Simone Garnier. Merci à toutes celles et ceux qui ont depuis 60 ans, qui vous permettent de suivre ces programmes en région. Merci surtout à vous de nous rester fidèles. 60 ans, ça se fête. Bon anniversaire. Fabrice, vous êtes un excellent speaker. C'est gentil. Il va nous rester plus qu'à manger ce gâteau. Merci à vous également. Bonne retraite pour ceux qui sont à la retraite. Bonne continuation pour ceux qui poursuivent dans cette voie. Merci à vous, Simone Garnier. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ça m'a fait plaisir et d'une certaine manière, ça m'a un peu rajeuni.